Je vais vous lire le chapitre 43. Le fumeur est seul sur le pont d'un navire qui sombre. Aidez-le. Aujourd'hui, les fumeurs paniquent. Ils sentent un changement dans la société. La cigarette est maintenant considérée comme une habitude antisociale, même par les fumeurs eux-mêmes. Ils ont également l'impression que toute cette histoire tire à sa fin. Aussi, des millions de fumeurs essayent-ils d'arrêter avec plus ou moins de succès. Chaque fois qu'un fumeur quitte le navire, ceux qui sont restés à bord se sentent encore plus abattus. Chaque fumeur sait, instinctivement, qu'il est ridicule de payer si cher des feuilles séchées roulées dans du papier pour les brûler et respirer des goudrons cancérigènes. Si vous ne partagez toujours pas ce point de vue, mettez-vous une cigarette allumée dans l'oreille et demandez-vous quelle est la différence. Je trouve ça assez marrant comme image. La seule différence est que de cette manière, vous ne risquez pas d'ingurgiter de la nicotine. Si vous pouviez arrêter de vous mettre des cigarettes dans la bouche, vous n'auriez plus besoin de nicotine. Les fumeurs ne trouvent pas d'explication rationnelle pour justifier leur relation avec la cigarette. Ils se justifient implicitement par le fait qu'ils ne sont pas les seuls à fumer. Ils mentent lamentablement à propos de leurs habitudes, autant aux autres qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent faire autrement. Le lavage de cerveau est essentiel s'ils veulent garder un certain respect de leur personne. Ils ressentent le besoin de justifier leurs habitudes, devant eux-mêmes comme devant les non-fumeurs. Ils évoquent en permanence, par conséquent, les prétendus avantages de la cigarette. Si un fumeur arrête, par la méthode classique, il se sent toujours frustré et tend à devenir un perpétuel râleur. Cela ne fait qu'accroître la certitude des autres fumeurs qu'ils ont raison de continuer de fumer. Celui qui réussit à se débarrasser de l'habitude ne peut qu'en être satisfait. Cependant, contrairement aux fumeurs, il n'a rien à justifier vis-à-vis des autres. Il n'éprouve pas le besoin de clamer qu'il est heureux d'être non-fumeur. Il ne le fera que si on lui pose la question, et ce ne seront pas les fumeurs qui la lui poseront. Il redoute trop une réponse qu'il n'apprécierait pas. Rappelez-vous que c'est la peur qui les empêche de renoncer à la cigarette et qu'ils préfèrent garder la tête dans le sable. S'il la pose, cette question, c'est parce qu'il pense qu'il est temps d'arrêter. Aidez le fumeur, débarrassez-le de ses craintes. Dites-lui combien il est formidable de ne plus avoir à s'empoisonner avec cette saleté. Combien il est agréable de se réveiller en pleine forme au lieu de tousser. Combien on est soulagé d'être libéré de cet esclavage, de pouvoir vivre normalement, sans le terrible ombre noire de la culpabilité. Ou mieux, faites-lui lire ce livre. C'est pour ça que je comptais vous faire participer. C'est pour ça que je vous le lis. Il est essentiel de ne pas rabaisser le fumeur en lui disant par exemple qu'il pollue l'atmosphère ou qu'il est indélicat. Il est communément admis que les ex-fumeurs sont les personnes les plus intransigeantes avec les fumeurs. Je crois que cette réputation est avérée et elle, à mon avis, la conséquence de la méthode classique. En effet, même s'il n'est pas dépendant, l'ex-fumeur garde des séquelles de sa dépendance psychologique. Une part de lui-même croit encore qu'il fait un sacrifice. Il se sent vulnérable et devient instinctivement agressif vis-à-vis des fumeurs. Cette agressivité peut effectivement aider l'ex-fumeur, mais ne rend en revanche aucun service aux fumeurs attachés. Au contraire, il se sent blessé, culpabilisé et son envie de cigarette est encore plus forte. Cela dit, ce changement dans l'attitude de notre société même, s'il est la principale raison qui pousse les fumeurs à arrêter, ne leur rend pas pour autant la tâche facile. En fait, cela les rend bien plus difficiles. Beaucoup croient qu'ils renoncent à la cigarette essentiellement pour des raisons de santé. Ce n'est pas la stricte vérité. Les énormes risques encourus devraient effectivement être la raison majeure pour en finir avec la cigarette. C'est d'ailleurs ce point
qui a sensibilisé l'opinion au problème du tabagisme. Cependant, les fumeurs ont fumé pendant des années sans que cette menace fasse la moindre différence. La principale raison qui les pousse à arrêter est que notre société commence à considérer cette habitude pour ce qu'elle est réellement, la dépendance à l'écart d'une véritable drogue. Le plaisir a toujours été une illusion ne tient plus, il ne reste donc plus rien aux fumeurs. L'interdiction totale de fumer dans le métro est un exemple classique du dilemme du fumeur. Celui-ci adopte alors l'attitude « Ok, si je ne peux pas fumer dans le train, je trouverai un autre moyen de transport. » Ce qui ne lui fait aucun bien. Oui, il dit « Très bien. Cela m'aidera à diminuer ma consommation. » Le résultat est qu'au lieu de fumer dans le train, 1 ou 2 cigarettes qu'il n'aurait de toute façon pas appréciées, il s'abstient pendant 1 heure. Durant cette période d'abstinence forcée, son corps lui réclame sa dose de nicotine et il se sent frustré. Il attend la fin du trajet pour avoir sa récompense, qui devient ainsi inestimable. L'abstinence forcée ne diminue en rien la consommation, parce que le fumeur va naturellement compenser en fumant davantage, encore dès qu'il en aura enfin l'occasion. Cela ne fait donc qu'aider à enraciner dans l'esprit du fumeur l'idée que la cigarette est précieuse, ce qui bien sûr aggrave sa dépendance. L'aspect le plus insidieux de cette abstinence forcée concerne les femmes enceintes. L'adolescence est le moment de leur vie où les femmes sont les plus vulnérables, et c'est bien avant d'être mères que la plupart d'entre elles se mettent à fumer. Puis au moment le plus stressant de leur vie, la communauté médicale essaie de les faire arrêter dans l'intérêt de l'enfant. Certes, certains n'y parviennent pas et souffrent ainsi toute leur vie d'un complexe de culpabilité. Un grand nombre d'entre elles, en revanche, sont heureuses de réussir. Et pendant, je fais ça pour le bébé, et après 9 mois, je serai de toute façon guérie. Alors survient l'appréhension, puis la souffrance de l'accouchement, et enfin le moment le plus marquant de la vie. Après la naissance de l'enfant, le vieux mécanisme entre en jeu. Le lavage de cerveau n'a jamais été éliminé, même si la dépendance physique a depuis longtemps disparu, presque immédiatement après l'accouchement, la jeune mère a une cigarette à la bouche. Dans l'élan de l'événement, elle ne remarque même pas que la cigarette a un goût infect. Elle n'a aucune intention de se remettre à fumer. Juste une petite cigarette. Trop tard. Elle s'est déjà fait épingler. La nicotine inhalée déclenche le terrible engrenage et même si elle ne retombe pas tout de suite, la dépression postnatale la conduira certainement à recommencer à fumer. Alors que l'héroïnomane sont des criminels aux yeux de la loi, l'attitude de notre société, curieusement, est de dire « Que pouvons-nous faire pour ce pauvre malade ?» Adoptons la même attitude à l'égard du pauvre fumeur. Il ne fume pas parce qu'il le désire, mais parce qu'il y croit être obligé. Et à la différence de l'héroïnomane, il doit habituellement supporter des années de torture physique et mentale. On dit souvent qu'une mort rapide est préférable à une mort lente. Alors, n'envisagez pas le fumeur. Il a besoin de votre pitié. Fin de l'avant-dernier chapitre.